Bonjour. Bon, aujourd'hui, nous allons commencer par les barrières. C'est quoi une barrière? Une barrière, c'est tout élément empêchant l'écoulement du fluide du réservoir vers le puits ou à l'intérieur de la garniture. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous avez, par exemple, dans ce cas, vous avez le circuit, une conduite ici, vous avez deux vannes ici. Les vannes, puisque elles peuvent empêcher ou libérer le passage du fluide dans la conduite, sont des barrières. Alors, les barrières, comme par exemple le BOP, c'est une barrière. Là, euh, il y a ce qu'on appelle la barrière primaire et la barrière secondaire. Que veut dire barrière primaire? C'est la barrière activée. Si c'est une vanne, par exemple, c'est-à-dire la vanne fermée qui empêche l'écoulement, s'appelle barrière primaire. Les barrières secondaires sont des barrières de secours qui ne sont pas activées. Comme par exemple lorsque vous êtes en train de forer, quelle est la barrière qui empêche le gaz pour entrer dans le puits? C'est la boue. La boue, donc, est une barrière. C'est la barrière primaire parce qu'elle a une pression hydrostatique supérieure ou égale à la pression du gisement, donc elle empêche le gaz d'entrer dans le puits. Donc, c'est la barrière primaire. Mais si cette barrière primaire cède, il faut immédiatement activer la deuxième barrière, c'est-à-dire le BOP. Tant que le BOP est ouvert, il n'est pas activé. Donc, on l'appelle barrière secondaire. Mais lorsque la pression hydrostatique de la boue chute, là, la boue n'est plus une barrière parce qu'elle ne peut pas empêcher l'écoulement. On doit immédiatement activer le BOP. Lorsqu'on active le BOP, maintenant le BOP, puisqu'il est activé, on l'appelle barrière primaire. Il n'est plus barrière secondaire. Bien sûr, si on ferme, par exemple, le BOP à Rams, le pipe Rams, lui, puisqu'il est fermé, on l'appelle barrière primaire, mais il y a le BOP annulaire de secours, celui-là est un BOP secondaire. Si c'est une barrière secondaire, si par exemple le pipe Rams lâche, il n'est plus une barrière, il faut activer l'autre BOP, c'est-à-dire le BOP annulaire. Alors, si on active le BOP annulaire, il devient la barrière primaire. Il n'est plus une barrière secondaire. Donc, il faut garder en mémoire. La première des choses, la barrière est tout élément qui empêche l'écoulement. Cette barrière peut être liquide, comme la boue, comme elle peut être solide, comme le BOP, comme la vanne, comme un bouchon de ciment, un cement retainer, et tout ça, ce sont tous des barrières. La barrière activée s'appelle barrière primaire. La barrière de secours qui attend, comme le BOP par exemple dans le cas de forage, s'appelle barrière secondaire. Si la boue lâche, c'est-à-dire elle n'est plus une barrière primaire, et si on ferme le BOP, puisqu'il est activé, on ne l'appelle plus barrière primaire, on l'appelle barrière secondaire. Regardez cet exemple. Si vous avez ici une vanne A et une vanne B, la vanne A est fermée, donc elle empêche l'écoulement. La vanne B n'est pas fermée, donc celle-là est activée, donc on peut dire que la vanne A, c'est la barrière primaire. La vanne B est la barrière secondaire. Tout simplement, ce n'est pas parce que celle-là est la première et celle-là est la deuxième, non, c'est parce que celle-là est activée, alors elle est primaire. Si elle n'est pas activée, elle est secondaire. Regardez cet autre exemple. Considérons qu'on ferme la vanne B et on ouvre la vanne A. Maintenant, la barrière primaire, c'est la B, parce qu'elle est activée. Tandis que la vanne A, elle est secondaire parce qu'elle n'est pas activée. Si
la vanne B relâche, lâche et permet l'écoulement, immédiatement, il faut fermer la vanne B. Donc, si celle-là fouille et laisse l'effluent passer, donc elle n'est plus une barrière, elle n'est ni barrière secondaire, ni barrière primaire, parce que les deux barrières sont capables d'empêcher l'écoulement. La seule différence, c'est que la barrière primaire est activée, la barrière secondaire n'est pas activée. Si celle-là qui est activée lâche, alors on va activer immédiatement la vanne A. Elle est barrière secondaire tant qu'elle n'est pas activée. Lorsqu'on l'active, elle devient barrière primaire. Voilà. Regardez, il y a aussi ce qu'on appelle l'enveloppe de barrière. C'est quoi l'enveloppe de barrière? L'enveloppe de barrière, tout simplement, dans votre puits, vous avez l'ensemble qui est exposé, je dis l'ensemble qui est exposé à la pression lorsque vous fermez le BOP. Parce que si vous avez une venue et vous fermez le BOP, l'ensemble du puits est exposé à la pression de réservoir. Alors, nous avons les BOP, la tête de puits, le tubage, si vous avez un liner, là, vous avez le packer, le liner lui-même et le découvert. Tout ça, tout l'ensemble doit être résistant à la pression maximale appliquée dans le puits. Pourquoi? La première c'est la boue. La boue, qu'est-ce qu'elle fait? La boue, elle doit avoir une pression hydrostatique suffisante pour empêcher le gaz d'entrer dans le puits. Donc, l'enveloppe de barrière, l'ensemble, doit commencer par empêcher le gaz d'entrer dans le puits. Mais si le gaz entre dans le puits, c'est-à-dire que la boue a relâché, à ce moment-là, nous sommes obligés de fermer le BOP. Mais au moment de la fermeture du BOP, s'il y a un élément qui ne résiste pas, il ne va pas empêcher l'écoulement. Par exemple, si vous avez le packer, ce packer ne retient pas la pression. Alors, qu'est-ce qu'il va se faire? Le gaz va pousser et la pression, il va pousser la boue qui va sortir par là. Et lorsque le gaz arrive ici, il va sortir par là. Il ne va pas continuer le chemin parce que nous, notre but, c'est de le ramener jusqu'en surface pour le brûler. Mais là, puisque le packer du liner ne tient pas, eh bien, le gaz il ne va pas remonter puisqu'il n'y a pas de passage, donc il va passer par l'élément le plus faible. Il va passer par là, il va entrer dans cette formation. Comme il peut, si le tubage, par exemple, le liner n'est pas résistant, il peut l'éclater et entrer dans cette zone. Ou bien, par exemple, si le kissing hanger n'est pas résistant, le gaz passait par là et entrait, par exemple, dans une autre formation. Donc, la deuxième fonction de l'enveloppe de barrière, c'est d'empêcher le gaz de passer dans une autre formation. Et en plus, si par exemple, vous avez ici en surface le BOP qui fuit, ou bien un jointeur qui fuit, par exemple, alors qu'est-ce qu'il va se passer? Le gaz va être transmis à l'environnement, à l'extérieur. Donc, on dit que l'enveloppe de barrière, c'est l'ensemble d'éléments exposés à la pression dans le puits qui doivent empêcher, premièrement, le gaz d'entrer du réservoir dans le puits, deuxièmement, le gaz passer dans une autre formation, ici ou n'importe où, troisièmement, le gaz ne doit pas sortir à l'extérieur. Voilà donc l'ensemble d'enveloppes de barrière. Donc, l'ensemble d'éléments de l'enveloppe de barrière doit être bien choisi, c'est-à-dire il a une pression à l'éclatement supérieure à la pression maximale dans le puits et on doit tester tous ces éléments. Lorsqu'on descend le tubage, on le cimente, on fait le casing test. Lorsqu'on monte le BOP, on fait le test de la tête de puits et le test des BOP. Même le découvert, il est testé. Il est testé, on doit être sûr qu'on n'atteigne pas la pression
de fracturation au-dessous du sabot. S'il y a, par exemple, un découvert, on fait, avant de forer le réservoir, on fait un test de la formation pour voir, par exemple, si vous avez ici une zone à perte, il faut faire ce qu'on appelle le FIT ou bien le FCT, c'est-à-dire Formation Integrity Test, ou bien Formation Competency Test, pour s'assurer que la zone à perte ne va pas absorber ou bien le gaz ne peut pas passer dans la zone à perte. Donc, on fait ce test. Voilà donc ce que c'est que l'enveloppe de barrière et à quoi elle sert. Maintenant, on va voir la pression de fracturation. Les couches terrestres, la Terre, comme vous voyez, lorsqu'on veut, on applique la pression sur un point. Par exemple, on applique la pression ici. Lorsqu'on augmente la pression, on peut arriver jusqu'à la fracturer. Mais pourquoi elle se fracture? Bon, là, il y a ce qu'on appelle une résistance de la matrice ou bien une résistance interne de la roche. Par exemple, l'argile n'est pas aussi résistante que les quartzites, par exemple. Les quartzites sont très durs, tandis que l'argile est moins dure. Le grès aussi est moins dur. Ça, c'est une résistance interne. Mais aussi, la résistance de la roche ne dépend pas uniquement de sa résistance interne, mais aussi de la profondeur. Si vous avez une roche ici, elle est moins résistante qu'une roche plus bas. Pourquoi? Regardez cet exemple, si vous avez un ensemble de livres là, qui sont superposés, si on vous dit de soulever ici, donc vous allez soulever uniquement, vous allez soulever uniquement un seul livre, donc il est léger. Mais si on vous dit de soulever ici, vous êtes obligé de soulever tout ça. Donc le poids est grand, donc il vous faut un certain effort pour soulever tout ça. La même chose, si vous appliquez la pression ici, vous allez fracturer facilement parce qu'il n'y a pas assez de poids au-dessus du point de fracturation. Tandis que si vous voulez fracturer à ce point, vous avez une grande pression qu'il faut appliquer qui correspond au poids de toutes les roches qui sont superposées au-dessus de la zone de fracturation. Donc, on considère que la résistance d'une roche dépend de sa profondeur. Donc, en descendant au fond, vous allez, la pression la résistance de la roche va augmenter. Donc, si vous voulez fracturer ici, il vous suffit d'une petite pression pour fracturer, tandis que si vous voulez fracturer ici, il vous faut une grande pression pour fracturer. Donc, nous avons les zones fragiles sont en surface et tant qu'on va en profondeur, la résistance de la roche augmente. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour qu'on puisse continuer le forage? On va prendre les zones fragiles. On va les couvrir par un tubage. Le tubage, nous le choisissons, il a une résistance très importante. On doit le choisir, c'est une résistance à l'éclatement. Il résiste normalement aux grandes pressions. Il est choisi par nous pour résister aux grandes pressions appliquées dans le puits pendant le forage. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Le découvert. À ce niveau-là, la pression, la résistance est égale à celle-là. Et en allant en profondeur, la résistance de la roche augmente. Donc, on ne risque pas de fracturer. Là, le point le plus faible dans tout le puits, c'est juste au-dessous du sabot, juste celui-là. Donc, il faut, lorsqu'on forme, on doit connaître avec précision quelle est la pression maximale que peut supporter ce point, juste au-dessous du sabot. Donc, on doit mesurer, pas calculer, mesurer, on va voir comment, la pression de fracturation, c'est-à-dire la pression maximale qu'on peut appliquer sur ce point pour le fracturer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
on fait ce qu'on appelle le Lickhoff test. Le Lickhoff test. Qu'est-ce que c'est que le Lickhoff test? Voilà. Lorsqu'on on a descendu le tubage, on va reforer le ciment de l'anneau jusqu'au sabot et on va reforer encore le ciment au-dessous du sabot et entrer dans la nouvelle formation pour tester sa résistance. Mais avant de faire ça, on va forer le ciment, on va forer 2 à 5 mètres, plus ou moins. Quelquefois c'est plus, mais en général, 2 à 5 mètres suffisent d'entrer dans la nouvelle formation. Après, avant de faire le Lickhoff test, il faut bien circuler jusqu'à obtenir une boue homogène, c'est-à-dire dégager tout le ciment, traiter la boue contre la contamination par le ciment et dégager tous les déblais de la zone, de la partie qu'on a forée. Lorsque la boue devient homogène, c'est-à-dire que la boue à l'intérieur est tout à fait la même que la boue à l'extérieur, la boue ne doit pas être bullée, à ce moment-là, si notre boue est homogène, parce qu'on va l'utiliser pour mesurer la pression à ce moment-là, il ne faut pas laisser l'outil au fond. Parce que si on le laisse au fond, il risque d'être coincé par les éboulements après la purge, parce qu'on va mettre le puits sous pression, donc il faut dégager l'outil. Là, il faut dégager et l'entrer dans le sabot, dans le tubage, c'est-à-dire le plus près du sabot. Une fois qu'on l'a dégagé, bien sûr, on a arrêté la circulation, on ferme le BOP et on branche la pompe. On utilise la pompe de l'unité de cimentation qui donne un faible débit et peut aller à des pressions très importantes. Parce que là, il faut augmenter le débit très lentement pour remarquer le point de fracturation. Alors, puisqu'on a circulé, on a homogénéisé la boue, on a dégagé l'outil, on a fermé le BOP, on a branché la ligne de surface, on teste la ligne de surface de l'unité de cimentation, puis on commence. On commence par augmenter la pression en gardant le débit constant. Il ne faut pas toucher au débit de la pompe. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous avez ici un graphe de la pression en fonction du volume pompé. Alors, normalement, en pompant avec un débit constant en fonction du volume pompé, nous allons obtenir une courbe qui fait comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, là, vous lisez la pression, c'est la pression qu'on lit en tête des tiges, c'est la pression de refoulement de l'unité de cimentation. C'est la pression ici. Alors, là, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu ici une droite, elle est bien droite ici, et à un certain moment, vous voyez, elle s'est inclinée, c'est-à-dire la droite s'est cassée, elle n'a pas continué, mais elle s'est inclinée. Ce point d'inclinaison indique que nous avons fracturé, nous avons commencé, je dis bien commencé à fracturer. Il faut arrêter immédiatement, sinon on va avoir des problèmes. Alors, ce point, on le lit en surface, par exemple, on lit 70 bars. On l'appelle la pression de Lickhoff test. C'est la pression de Lickhoff test. On va maintenant, à partir de la pression de Lickhoff test, parce qu'attention, la pression de Lickhoff test, c'est la pression lue en surface. C'est-à-dire, si vous avez par exemple le sabot à 2000 mètres, vous avez une boue de densité 1,40. Vous avez fait le Lickhoff test et vous avez eu la cassure de la droite lorsque vous avez lu 70 bars en tête. Alors, c'est le point fragile, quelle est la pression qui s'applique sur lui? Quelle est cette pression? Vous appliquez la pression hydrostatique, mais la pression hydrostatique n'est pas suffisante pour fracturer. Vous avez ajouté encore 70 bars en tête. Donc, la pression de fracturation à ce point
est égal à 2000 mètres multiplié par la densité de la boue divisé par 10,2, c'est-à-dire la pression hydrostatique à ce point, plus la pression ajoutée en tête, c'est-à-dire 70 bars. Et on obtient une pression de fracturation de 344 bars. Alors, vous voyez, avec une boue de densité 1,40, pour fracturer, il faut ajouter en surface 70 bars. La densité, ce qu'on appelle la densité équivalente de fracturation, c'est-à-dire c'est la densité de la boue qui peut fracturer sans pomper en surface. On la calcule, c'est quoi? Vous avez la formule dans votre formulaire, ce n'est pas la peine de la prendre par cœur. Alors, vous avez la densité de votre boue, la densité initiale, la densité que vous avez utilisée pour mesurer la pression de fracturation. Vous avez 1,40, vous lui ajoutez les 70 bars. Là, vous allez convertir les 70 bars en densité. Alors, les 70 bars en densité, ça devient 70 par 10,2 divisé par 2000. Et vous trouvez 1,75. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous avez une boue de densité 1,40, pour arriver à fracturer, il faut appliquer encore une pression supplémentaire de 70 bars. Mais si vous avez une densité de 1,75, la pression hydrostatique seule va fracturer. Voilà, donc c'est la densité de fracturation, c'est-à-dire la densité de la boue qui va fracturer la zone la plus fragile. Maintenant, lorsque vous avez une boue de densité 1,40, pour fracturer, vous avez ajouté 70 bars. Donc, les 70 bars qu'on appelle pression de leak of test, c'est la même chose que c'est la pression maximale qu'on peut ajouter en tête pour fracturer. C'est ce qu'on appelle la pression maximale admissible. Alors, la pression maximale admissible, c'est la pression de frac, c'est-à-dire 344, moins la pression hydrostatique. Donc, 344 moins la pression hydrostatique ici, vous allez trouver 70 bars. Donc, dans notre cas, avec une boue de densité 1,40, ce n'est pas la peine de calculer. La pression maximale admissible, c'est 70 bars. C'est la pression de Likhoff test parce que tout simplement, on a utilisé la boue de densité 1,40 pour faire le Likhoff test. Si par la suite, parce que maintenant, vous connaissez une chose, vous avez déterminé une chose, c'est que la pression de fracturation à ce niveau est de 344 bars. Elle ne change pas, elle reste toujours la même. Maintenant, si par exemple, vous changez la densité de la boue, il faut connaître quelle est la pression maximale que vous pouvez appliquer en tête avant de fracturer. Alors, il faut toujours faire le calcul. Par exemple, si vous avez vous remplacez la boue de densité 1,40 par une boue de densité 1,20. Si vous remplacez une densité 1,20, c'est-à-dire que la pression hydrostatique va diminuer. Donc, la pression maximale en tête va augmenter. Si par contre, vous utilisez une boue de densité 1,60, à ce moment-là, puisque la pression hydrostatique a augmenté, donc la pression maximale en tête va diminuer. Si par exemple vous utilisez une densité de 1,75, alors si vous utilisez une densité de 1,75, vous allez fracturer avec 0 en tête. Voilà ce que cela veut dire. Donc, la première fois, on a mesuré la pression de fracturation en utilisant le Likhoff test. Une fois qu'on aura connu la pression de fracturation, il faut en sortir la pression maximale admissible avec cette boue. La pression maximale admissible, c'est la pression qu'il ne faut pas atteindre parce que si vous l'atteignez, c'est déjà trop tard, vous avez déjà fracturé. Donc, pendant toutes les opérations, par exemple, si vous avez une venue, vous fermez le BOP,
il y a une grande pression qui va s'appliquer dans le puits, il faut surveiller la pression dans le puits. Comment? En surveillant la pression en tête. Si, en tête de l'annulaire, si vous atteignez, si vous approchez de 70 bars, il faut faire quelque chose. Purger, par exemple, pour ne pas fracturer. Si la pression atteint 70 bars, immédiatement, vous allez fracturer. Nous, on ne va pas jusqu'à 70 bars, mais on va purger avant, par exemple, à 65, 66 bars. Parce que si vous arrivez à 70 bars, vous allez fracturer et vous allez générer des problèmes. Si vous changez la boue, à chaque fois que vous changez la densité de la boue, il faut immédiatement calculer la pression maximale admissible à ne pas atteindre pour ne pas fracturer. Voilà donc concernant le Likhoff test. On va faire ce petit exercice. Alors, nous sommes à la côte 1740 mètres. La densité de la boue est 1,32. Avec cette densité, on va faire un Likhoff test. La pression, on a fait le Likhoff test, la pression de Likhoff test qu'on a lu est de 83 bars. Donc, on va calculer la pression de fracturation. On a dit que la pression de fracturation est égale à la pression hydrostatique plus la pression de Likhoff test. Et on trouve 308 bars. La densité de fracturation est tout simplement la densité initiale plus les 83 bars, on va les convertir en densité et on va trouver 1,80. Le gradient de fracturation, c'est tout simplement la densité divisée par 10,2. C'est ça, le gradient, c'est toujours la densité divisée par 10,2 et on trouve 0,177 bars. Apprenez toujours à écrire les pressions sans virgule. Les grandes pressions, il ne faut pas écrire 308,33, ça ne sert à rien. Il faut écrire uniquement 308 ou bien 309 ou bien parce que le manomètre ne va pas vous donner des virgules. Apprenez aussi à écrire la densité avec deux chiffres après la virgule. Même si vous avez, par exemple, 1,80, il est préférable d'écrire 1,80 et non pas 1,8. Et surtout, lorsque vous le dites, si vous dites 1,8, il y a des gens qui vont comprendre que c'est 1,08. Donc, il faut dire 1,80 et non pas 1,8. Et apprenez aussi à écrire le gradient de fracturation avec 3 chiffres après la virgule. Voilà. On continue l'exercice, la suite de l'exercice. Avec la boue de densité 1,32, nous avons obtenu une pression en tête, la PADM, c'est la même que la pression de Likhoff test, puisque c'est la boue qu'on a utilisée pour faire le Likhoff test, et de 83 bars. Alors, avec le même puits, avec la même boue, lorsqu'on est arrivé à 2245 mètres, on est en fort, jusqu'à arriver à 2245 mètres, on a changé la boue. On a remplacé la boue de densité 1,32 par une boue de densité 1,63. Donc, puisqu'on a changé la densité de la boue, il faut immédiatement calculer la pression maximale admissible. Alors, la pression maximale admissible est égale à 308, c'est la pression de fracturation, moins la pression hydrostatique, mais attention, là, excusez-moi, j'ai commis une petite erreur. D'accord, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, je me suis trompé. Là, alors là, vous avez
La pression maximale admissible égale la pression de fracturation moins la pression hydrostatique. Mais attention, la pression hydrostatique au sabot, on s'en fout de ça. 2245 n'a rien à voir. Il faut prendre le sabot, la côte du sabot, c'est ça la zone la plus fragile. Alors, on trouve une pression admissible de la 29 bar. Là, donc, voilà pour aujourd'hui.